On vient d'arriver dans la plus grande forêt artificielle au monde et elle se trouve dans la plus grande ville d'Afrique du Sud. Donc ce n'était pas une ville faite pour habiter. Perchée à plus de 1700 mètres d'altitude, cette ville est passée du statut de la plus riche au monde à la plus dangereuse. Impressionnant, donc la Standard Bank, elle est construite au-dessus d'une mine. Petite pépite d'or. Ici, la nation arc-en-ciel prend tout son sens. Where are you from? Global nation. Deux des plus grands défenseurs de la liberté y ont vécu. Dans cette prison a été emprisonné comme Gandhi et Mandela. C'est dans l'un de ces quartiers que la révolte anti-apartheid a débuté. On est en plein centre de Soweto, l'ancien township. Une ville pas très vieille. Elle a que 135 ans. Aux multiples facettes. On n'avait pas du tout prévu de venir ici parce que c'est une ville qui a une très mauvaise réputation et à l'architecture surprenante et variée. C'est le plus grand immeuble de toute l'Afrique. On t'emmène visiter Johannesburg. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Alors on va commencer cette vidéo en plein centre-ville de Johannesburg. On est entouré de banques tout autour de nous et c'est magnifique parce qu'ils ont rénové cette rue, elle est toute colorée et il n'y a pas de voiture ici, donc c'est vraiment hyper sympa de prendre un café ici. On va partir explorer Johannesburg avec Charlie. Il va nous expliquer tout sur l'histoire de Johannesburg. Il nous a déjà fait une petite introduction et ça a l'air passionnant. Il faut savoir que Johannesburg est une ville très récente. Elle a que 135 ans. Donc il faut quand même se dire que pour une ville aussi grande, aussi importante et aussi puissante, c'est une ville très jeune. C'est un endroit où il n'y avait pas d'arbres à l'époque, c'était de la savane, très sec. Il n'y a toujours pas d'eau, donc c'est l'une des plus grandes villes au monde qui va chercher son eau dans un pays voisin, du Lesotho. Troisième chiffre important, la moyenne de la population de Johannesburg a 28 ans. Donc c'est une ville qui a une population très jeune. La région qui accueille aujourd'hui la plus grande ville de l'Afrique du Sud était à l'origine qu'une immense steppe inhospitalière. Seuls quelques petits villages habités par les populations Soto et Tswana peuplent ces terres au XVIIIe siècle. Mais tout change en 1886 quand un Australien découvre de l'or dans les sous-sols de l'actuel Johannesburg. Une des premières mines de Johannesburg, qui était en plein centre de la ville. Une découverte qui attire beaucoup de monde en un temps record. Et dès 1887, la bourse de Johannesburg, la Johannesburg Stock Exchange, est fondée. Donc en 120 ans, il y a quand même eu 6 différents bâtiments simplement pour avoir le Stock Exchange. À chaque fois, détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Et celui-là, c'est le dernier qui existe toujours, mais malgré tout, ils ont quand même bougé dans un autre bâtiment. Et donc il y a ces deux chaînes qui sont dessinées au sol pour se remémorer de la toute première bourse qui s'appelait Between Change, donc entre les chaînes, parce qu'en fait ils mettaient des chaînes par terre pour ne pas que tout ce qui passait dans la rue vienne les déranger, parce qu'en fait ils faisaient vraiment la bourse à l'extérieur dans la rue. 10 ans plus tard, c'est une ville de 100 000 habitants qui se développe autour des mines d'or. Voilà comment c'était en 1894 et à quoi ça ressemble maintenant. Une effervescence tellement rapide que la ville devient très vite l'endroit où il faut être. C'est la ruée vers l'or. Des mineurs affluent de tous les continents. Beaucoup de main-d'œuvre africaine arrive, mais aussi indienne, chinoise, arabe. Johannesburg est alors l'endroit le plus cosmopolite de l'époque. Inside this building, 80 years. On essaye de ramener des fabriques d'un peu chaque pays. Celui-là, c'est le motif typique d'Afrique du Sud et fait en Afrique du Sud. Printed in South Africa. Et il y a beaucoup d'autres motifs d'ailleurs que c'est des tissus qui sont importés du Ghana, du Togo qu'on a passé. Where are you from? Originally, where are you from? Global nation. Okay. Global nation. Global nation. Ah, okay. You live in South Africa? No. India. India. Okay. And you live in South Africa since long years? January 2001, I'm come here. Wow. This is street, same place. Till now, I'm here. And the business work well? Business not even 5% now. When we are here, Yeah? now it's It's Ouais, down. Yeah. Okay. I hope it's going up. Yeah. going up now. Cette fulgurante croissance ne s'arrête plus. Et après l'or, on y découvre des diamants.
Les investisseurs se bousculent et Johannesburg se développe de plus en plus. Ce qui est très impressionnant à Johannesburg, c'est que de par son histoire, beaucoup de bâtiments ont été construits et ont été démolis juste 10 ans, même parfois 2 ans après la fin de leur construction. Il y a eu vraiment toutes les typologies d'architecture qui sont passées. Ici, tous les styles, tous les mouvements. Ici, on a un exemple, toutes ces photos sont des bâtiments qui ont été démolis. Quand tu regardes certains de ces bâtiments, tu as l'impression d'être à Londres, tu as l'impression d'être dans les quartiers bourgeois européens. C'est assez impressionnant. Dans les années 30, c'est les constructions art déco qui poussent comme des champignons. Par endroits, on se croirait même à New York. Mais toute cette richesse apporte avec elle son lot de convoitises qui animent des tensions. That's when people will tell you those were fantastic times. They'll tell you those were the glory days. It was beautiful. We wish we could go back there. Of course it was, but only for the minority. It was a white population. But if you were black, you were completely excluded from that economy. L'urbanisme de Johannesburg change radicalement dans les années 50 avec la mise en application du régime de l'apartheid. L'idée était alors de séparer les populations par leur couleur de peau. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les indiens, les métis, les asiatiques, etc. C'est la naissance du township de Soweto, un quartier construit en périphérie de Johannesburg pour loger les noirs et les faire sortir du centre-ville alors réservé exclusivement aux blancs. C'était l'histoire des townships, une histoire très difficile durant laquelle les blancs ont décidé que les noirs allaient vivre loin de la ville, mais pas trop loin pour qu'ils puissent quand même l'utiliser, mais assez loin pour pouvoir les surveiller et pas qu'ils viennent les embêter dans leur quartier de blancs. C'est la fin de la ville cosmopolite et le début de la ségrégation raciale. On vient d'arriver sur le site de l'actuelle Cour de la Constitution. Donc ce site, il est très important à Johannesburg, il est très vieux historiquement. Le premier bâtiment qui a été construit ici, il a été construit par les Néerlandais en 1893. C'est le bâtiment qui se trouve caché derrière les arbres, on ne le voit pas ici, et il s'appelle le Vieux Fort. C'était essentiellement une prison de blancs. Ensuite, le site a été agrandi et des cellules spécialement pour les Noirs ont été construites au début des années 1900. C'était essentiellement des prisonniers politiques, mais il y avait aussi des grands bandits. Aujourd'hui, ce site a été choisi pour être la Cour constitutionnelle dans les années 2000. On va essayer de te présenter aujourd'hui. Même si certaines parties du bâtiment ont été rénovées, d'autres ont été laissées dans leur état d'origine, comme tu la vois, la cellule derrière moi. C'est une expérience de rentrer dans une cellule de prison. Il y avait donc certains opposants politiques, mais aussi d'autres personnes étaient emprisonnées ici simplement parce qu'ils ne portaient pas un pass lorsqu'ils allaient dans des régions ou des zones qui étaient contrôlées par les Blancs. Là, on se trouve dans une partie où c'était des cellules où les gens étaient entassés les uns avec les autres. Il y avait d'autres cellules, notamment où était Mandela, dans lesquelles c'était des cellules unitaires. C'était pas des cellules exclusives, non, pas du tout. C'était vraiment des cellules d'isolement pour être sûr qu'ils ne répandent pas trop leurs idées politiques. Les prisonniers noirs et les prisonniers blancs n'étaient pas traités de la même manière. Ils n'avaient pas la même ration à manger. Ils n'avaient pas non plus les mêmes tortures qui étaient infligées. Donc c'était vraiment l'apartheid, même jusque dans les prisons. Dans cette prison a été emprisonné comme Gandhi et Mandela. Aussi une grande différence avec Robben Island où Mandela a aussi été emprisonné et emprisonné une bonne partie de sa vie, c'est qu'ici ils en ont fait quelque chose d'autre qu'un musée. Ce n'est pas seulement un lieu de visite, c'est aussi la Cour constitutionnelle et on va t'emmener maintenant la visiter, en tout cas visiter certaines parties qui sont ouvertes au public. Il y a une immense porte pour entrer dans la Cour constitutionnelle, elle est magnifique. Vraiment trop belle. La prison a été fermée en 1993 et la nouvelle constitution a été écrite entre les années 1994 et 1996. Ensuite, ils ont voulu faire un bâtiment pour accueillir la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui. Et donc, ils ont décidé de le construire sur ce site qui avait une histoire très forte. Pour ça, ils ont fait un concours d'architecture dans les années 2000. Et donc ici, je me trouve dans le foyer de la Cour constitutionnelle et ces grands piliers en béton, ils font référence au tronc d'un arbre et le toit à l'ombre de l'arbre. Ça fait référence à l'Indaba, qui est l'arbre sous lequel la justice était rendue traditionnellement. Ici, c'est la porte qui mène à la Cour constitutionnelle et en haut, tu vois ces briques, c'est des briques qui ont été récupérées de la prison en fait, quand ils ont dû démolir certains murs pour construire ce bâtiment. Ces briques sont le symbole de l'injustice qui a eu lieu ici avec tous ces prisonniers politiques.
Donc ces mêmes briques de l'ancienne prison, elles ont aussi été utilisées juste derrière les sièges des juges. Ça permet de toujours se rappeler, quand on juge la Constitution aujourd'hui, des moments les plus difficiles du pays et des inégalités qu'il y a eu à l'époque. Ça nous tenait vraiment à cœur de te montrer ce bâtiment parce que pour nous, cette construction a été pensée et conçue très intelligemment. On peut dire qu'ici, l'architecture joue un rôle très important dans l'histoire du pays, une histoire dont on doit se rappeler pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et pour moi, ce bâtiment montre comment l'architecture peut être utile à conserver cette part d'histoire. En parallèle, le centre des affaires continue lui de se développer. Les immenses tours d'appartements de luxe et les gratte-ciels de banques font dans les années 60 le nouveau skyline de Johannesburg. Mais les années 60 sont aussi le symbole de la naissance de la lutte anti-apartheid avec Nelson Mandela à sa tête. Des manifestations éclatent dans Soweto et la répression est encore plus forte. Les lois ségrégationnistes sont poussées à son paroxysme et les prisonniers politiques remplissent la prison de Johannesburg. On vient d'arriver devant la tour Ponte City. Et on va aller la visiter, on va rentrer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une architecture incroyable et qui raconte beaucoup de choses sur l'histoire de Johannesburg et l'histoire de l'Afrique du Sud aussi. La lutte anti-apartheid annonce le début du déclin du centre-ville. La Ponte City résume bien le phénomène. Elle est construite en 1975 pour accueillir des appartements de luxe réservés aux Blancs. On se retrouve ici au rez-de-chaussée du bâtiment et c'est impressionnant parce que là on voit vraiment le centre de la tour, c'est juste interminable. Mais une mixité raciale prend place dans la tour et dans les rues environnantes. Le gouvernement de l'apartheid ne voyant pas ça d'un très bon œil, il décide de couper tous les services, eau, électricité, police du quartier. Du jour au lendemain, tout disparaît et la tour est désertée. Peu à peu, tous les bâtiments du centre-ville sont désertés à leur tour. La peur des émeutes pousse les banques, les bureaux et les populations bourgeoises à se déplacer en périphérie, créant ainsi des nouveaux centres surprotégés. So when they moved out, they left most of these properties empty, and that introduced what we call building hijacking. It's similar to squatting, but then in a hijacked building, you still have to pay rent to the hijacker. Legally, the building is supposed to accommodate 2,500 people, but when it was hijacked, this building was accommodating around 8,000 to 9,000 people. Les immeubles à l'abandon sont alors squattés et l'insécurité grandit à toute vitesse jusqu'à ce que Johannesburg devienne l'une des villes les plus dangereuses au monde. Alors, comme tu le sais, Johannesburg a une très mauvaise publicité. C'est encore actuel aujourd'hui, il y a encore des quartiers qui sont dangereux, il y a encore de la mafia, donc il faut faire attention quand tu te balades. Il faut surtout se balader la journée, mais en règle générale, tu peux quand même visiter la ville sans qu'il t'arrive rien et sans te sentir en insécurité. Ce bâtiment en est un bon exemple que les choses évoluent, parce qu'ici, avant, c'était tenu par la mafia, c'était très dangereux, et aujourd'hui, c'est un bâtiment où les gens apprécient d'habiter. Par exemple, pour un studio, tu payes 140 €. Donc ici, ça fait partie des plus grands immeubles de Johannesburg, mais c'est pas le plus haut immeuble de la ville. Il se trouve ici, là derrière moi. C'est le plus grand immeuble de toute l'Afrique. Johannesburg, c'est l'une des seules villes au monde à être construite sur une forêt plantée en fait. Parce que quand les colons sont arrivés ici et ont découvert les mines d'or, ça a été la plus grande mine d'or découverte au monde. Et pour faire les échafaudages, pour accéder à la mine, il fallait du bois. Et en fait, ici, il n'y avait aucun arbre haut. On appelle ça, la végétation locale, on l'appelle le bush. Et donc, c'est que des petits buissons. Les colons ont planté des arbres. Ces arbres, aujourd'hui, ne sont plus coupés, ils sont préservés. Ils ont envahi la ville, donc c'est une ville verte. C'est très surprenant. C'est merveilleux, en fait. C'est super chouette et agréable de se balader à Johannesburg. On peut dire que Johannesburg, la nuit, vit, ça s'arrête pas, il y en a partout, regarde ça derrière moi, des bars. Là, c'est un jazz club, donc pour l'instant, il n'y a rien, mais tous les samedis, il y a du jazz. En face, on a un petit bar à vin, et franchement, je sais pas si tu entends, mais l'ambiance la nuit, ça a l'air assez sympa et très dansant en tout cas. Alors on se retrouve quelques mois plus tard par rapport à la précédente scène. Donc on est de retour à Johannesburg pour terminer
cette vidéo dans un coin assez spécial de la ville. Ça s'appelle Northcliffe, c'est tout à l'ouest de Johannesburg. Il y a cette montagne juste derrière moi qu'on va pouvoir escalader pour avoir une magnifique vue sur la ville. C'est assez impressionnant de se dire que là on est toujours dans Johannesburg mais qu'on va pouvoir faire un trail sur une montagne. Allez, c'est parti! On devrait arriver à je crois 1700 mètres, quelque chose comme ça. C'est le deuxième point le plus haut de la ville. Et voilà, on est arrivé au top. Il y a des gens qui boivent un petit verre là-bas, tranquillou. Et avec ce smog là, on peut voir derrière le CBD. Oh, c'est immense, c'est vraiment à perte de vue quoi. Wow, tu vois l'immensité de cette ville, c'est ouf. Ça c'est vraiment juste une partie quoi. Il y a beaucoup de vent, mais c'est sur cette jolie vue qu'on va finir cette vidéo. La particularité première de Johannesburg, c'est que c'est la plus grande forêt construite par l'homme dans le monde. Donc on peut le voir très bien ici, ça illustre la spécificité de cette immense ville, qui n'est pas seulement une ville en béton, une ville grise, c'est aussi une ville super verte. Et on espère que cette vidéo t'aura aussi donné une autre image de Johannesburg qu'on décrit souvent comme une ville dangereuse, chaotique. Au final, on a essayé de montrer un autre visage. Ça n'a pas été si compliqué. Franchement, si tu veux visiter Johannesburg, c'est super simple. Il y a plein d'options. Allez, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!